Donc, va avoir lieu maintenant une petite présentation donc, du master patrimoine et musée, donc dans le cadre du parcours collection et musée d'art et d'histoire, hein, ce qu'on appelle CMAH, donc les initiales de ce parcours. D'abord, je voulais remercier Monsieur Marty, c'est lui qui a organisé cette réunion, c'est lui qui a réalisé le PowerPoint que vous allez pouvoir suivre, qui est très très lisible, et vous le verrez, beaucoup d'informations ou beaucoup de questions, je pense, seront présentées à travers cette présentation. Cela vous aidera beaucoup. Alors, la première chose que vous remarquez sur cette image, c'est qu'effectivement, ce parcours dans collection et musée d'art et d'histoire, pour la première fois cette année, s'ouvre donc à la première année, en M1. Jusqu'à présent, ce parcours de formation n'existait que dans le cadre du M2 et on demandait à des étudiants qui avaient déjà suivi un parcours recherche de candidater pour intégrer ce M2 qui était ce qu'on appelait un M2 suspendu. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dans le cadre de la réforme des masters, eh bien, il a été demandé de créer une formation sur 2 années, comme tous les masters de France. Et par conséquent, donc, on a beaucoup modifié ce programme, beaucoup aussi transformé eh bien, les enseignements pour qu'ils soient peut-être plus facilement lissés, entre guillemets, sur 2 années ou sur 1 année et demie. Et par conséquent, il y a des modifications assez importantes qui ont été opérées entre ce que vous avez pu voir sur le site les semaines passées et ce qui maintenant est présent sur le site, ou tout au moins le sera, et ce qui en tout cas en passe d'être habilité dans le cadre des formations par l'université, hein, dans le cadre des conseils. Donc, c'est pour ça que le programme que vous verrez cette année, eh bien, il sera assez nouveau pour vous. Et ça, Monsieur Marty vous présentera donc les images au fur et à mesure. Donc voici les éléments les plus importants donc, du parcours de M1. Comme dans le cadre précédent, et ce sera rappelé tout à l'heure, donc il y aura des sélections pour l'accès à ce master, tout simplement parce que ce master, eh bien, qui est un master, disons, à vocation professionnelle, eh bien, ne peut accueillir que des petites promotions pour des problèmes d'encadrement, pour des problèmes aussi, ou tout au moins une certaine évidence en termes de débouchés. Alors, donc le Master 1, comme c'est indiqué ici, je ne vais pas vous reprendre tout ce qui est indiqué et marqué sur ce document, lisez-le, prenez le temps de le lire en même temps que je parle, si vous pouvez faire les deux choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que le M1 a été conçu dans une logique d'égalité, ou tout au moins de partage de types de compétences, entre d'une part donc, une formation à la recherche, et d'autre part une formation davantage portée par le monde professionnel. Pourquoi cette dualité de la formation? Tout simplement parce qu'on le sait depuis longtemps, eh bien, les conservateurs de musées, les responsables de centres d'art, les personnes qui sont commissaires d'exposition sont toutes des chercheurs ou des chercheuses, je ne sais pas s'il faut sexuer le terme chercheur. Eh bien, c'est-à-dire que pour réussir à monter une vraie exposition monographique, pour réussir à faire un travail de fond sur une question parfois technique, pour être capable de revenir sur un moment de la vie d'un artiste ou bien d'un espace quel qu'il soit, il faut avoir l'habitude de la recherche, savoir se documenter, travailler en bibliothèque, aller en archives, etc. Et tout cela ne peut s'acquérir qu'en ayant fait un travail de fond dans le domaine de la recherche. C'est pour cela qu'on a conservé cela, vous le verrez dans les diapos suivantes, notamment dans la diapo suivante avec le parcours qui est demandé dans le cadre de la formation M1, il y a cette importance de la recherche. Et d'autre part, comme c'est indiqué ici, donc il y a une formation qui est quand même très professionnelle, dans la mesure où vous aurez donc eh bien, en face de vous des professionnels du monde de la culture et du monde des musées, mais vous aurez aussi des universitaires qui eux-mêmes sont professionnels de cela, tout simplement parce qu'ils ont participé, voire monté des grandes expositions. Madame Bezelin, qui nous a rejoint, je lui dis bonjour d'ailleurs, eh bien, elle-même a mené de très très belles expositions eh bien, sur le Louvre, en prépare une bientôt avec un travail de recherche et de colloque sur le musée des Coins, donc elle pourra vous en dire un mot si vous le souhaitez, mais donc effectivement vous aurez en face de vous ce double nature d'enseignement, et je crois que c'est plutôt une bonne chose. Hein. Ensuite, donc, cette formation, donc, effectivement, s'oriente, et c'est le deuxième alinéa, avant tout vers le monde des musées. Tout simplement parce que c'est à la fois dans le cadre des recrutements par concours ou dans le cadre des emplois autres que ceux qui sont donnés par concours, eh bien, c'est un monde qui nous intéresse et qui correspondait assez bien à, eh bien, à la logique d'une formation en histoire de l'art, puisque, on va dire, peut-être 80% ou 90%, je n'ai pas les chiffres en tête, hein, des étudiants qui suivent ce master viennent de formations d'histoire de l'art. Des fois, ils ont des parcours complémentaires, certains viennent d'architecture, d'autres d'ethnologie, etc., mais parce qu'ils s'intéressent par exemple au musée des sciences, au musée des techniques, mais il n'empêche que d'une manière générale, c'est une formation qui est très liée au monde de l'histoire de l'art, et le monde de musée en général est très lié à cela, mais vous le verrez, il n'y a pas que cela, puisque par exemple, on a des
une personne qui travaille dans un musée d'histoire militaire, c'est pas vraiment de l'histoire de l'art, hein. C'est la guerre, c'est la maladie, c'est le colonialisme, mot qu'il faut bannir de notre vocabulaire, etc. aujourd'hui. Bref, donc il y a tout cela. Troisième alinéa, beaucoup d'intervenants extérieurs, hein, c'est marqué sur votre petit document que vous avez sous les yeux, donc des conservateurs, des conseillers des musées, des attachés de conservation, la responsable de la formation qui est une PAST, une professeure associée chez nous, qui est Madame Basté, et elle-même donc attachée de conservation au musée Granet d'Aix-en-Provence, avant d'avoir été auparavant au musée Réatude d'Arles, avant d'avoir travaillé à Compiègne, ailleurs, bref, donc, et est elle-même, donc bien évidemment, attachée de conservation, docteur en histoire de l'art, elle a fait une très très belle thèse sur les mets de Notre-Dame, qui va être publiée chez Artena, donc vous voyez, ce sont des professionnels, des grands professionnels, vous le verrez dans différents domaines, on verra tout à l'heure dans le cadre du programme, mais qui ont tous à cœur eh bien, de développer à la fois donc, eh bien, ce qui est nécessaire d'avoir comme compétence, c'est pour ça qu'ils les transmettent, et puis autre part, volonté aussi de vous former hein, à un métier, puisque finalement, eh bien, je crois que ce master, qui n'est pas généraliste, vous l'avez bien compris, a pour ambition de former à un métier. Et ce métier, c'est, disons, la conservation, hein, au sens générique, même si la conservation, on le sait aujourd'hui, représente au moins, je sais pas, 18 métiers au musée Fabre, 5 métiers dans tous les musées de France, etc. Beaucoup de choses. Enfin, donc les étudiants qui réussissent le Master 1 donc, peuvent effectivement s'orienter vers un Master 2, comme c'est indiqué ici. On envisage que les étudiants qui passeront le Master 1 resteront avec nous au Master 2. S'ils veulent partir à la fin du Master 1, ils le peuvent, mais ils n'auront qu'un morceau de diplôme, hein, tout simplement parce que notre formation était pensée sur 2 années, et c'est pour cela donc on l'a je sais pas, dissocié de la formation précédente avec des formations qui, cette fois-ci, en termes d'encadrement, qui sont beaucoup plus spécifiques. Et enfin, donc, la première année, c'est aussi l'année de recherche, comme c'est indiqué là. Donc, sur l'image suivante, que va vous présenter M. Marty. Donc, vous avez ici se marqué en cours d'accréditation, tout simplement parce que ce programme sur lequel on travaille avec Cécile et beaucoup de personnes depuis longtemps, eh bien, n'a pas encore été tout à fait voté par tous les conseils de la fac. Dans le détail, je ne sais pas, parce que je suis toujours un peu perdu avec le système administratif compliqué et kafkaïen de l'université, mais ce que je sais en tout cas, c'est que pour l'instant, tout est à peu près passé normalement, les étapes ont été franchies une à une, on a des modifications à apporter à cette formation, tout simplement donc en termes de responsabilité, puis en termes aussi de masse de formation par rapport au nombre d'étudiants. Mais ça, on va dire c'est secondaire, le reste est à peu près bien calé. Alors, je ne vais pas prendre le détail de toutes les UE, mais simplement, donc, vous remarquez une chose dans la première année, donc c'est le semestre 1 ici qui est présenté, sur la partie gauche, vous voyez, toutes les premières rubriques concernent vraiment le monde des musées. Et c'est volontairement donc assez général, hein, que ce soit les institutions, la gestion, les questions de muséographie, etc., les techniques de l'inventaire, ça c'est assez général, mais ce sont des savoirs importants. Si vous allez dans un musée, vous devrez savoir cela, vous saurez savoir ce qu'est la gestion, l'administration, la question des publics, les politiques patrimoniales, etc. Tout cela, il faut que vous le connaissiez, bien évidemment, comme sorte de préalable. Et la deuxième partie, donc, de cette formation, j'oublie bien évidemment ce qui est important sur la presse culturelle, sur les pratiques propres hein, au monde contemporain. La deuxième partie, vous voyez, c'est les principes fondamentaux pour la recherche. Alors, il n'y a pas beaucoup d'heures, c'est vrai, hein, en technique scientifique de l'histoire de l'art, théorie création, etc. Peut-être pas beaucoup d'heures, mais au bout du compte, vous aurez un mémoire à rédiger, donc principalement pendant tout le second semestre, mais vous pouvez commencer beaucoup plus tôt, et qui sera un vrai mémoire recherche. Alors, l'exigence ne sera pas la même que dans un master recherche à proprement parler, où on demande aux étudiants de faire à la fois un travail de recherche et un travail de catalogue, souvent. Ici, vous aurez surtout un travail de recherche à mener, mais on vous expliquera ce que l'on attend. Bien évidemment, ce sera une recherche personnelle sur un sujet très précis, parce que la recherche ne se fait pas, sauf quand on s'appelle Heidegger, ne se fait pas sur des questions générales, mais au contraire sur des visées assez précises. Et donc, tout ça, on vous l'enseignera. On vous le montrera, mais c'est important parce qu'il faudra que vous connaissiez, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, tous ces préalables hein, à la connaissance de l'histoire de l'art que sont les éléments de la recherche. D'autre part, le troisième élément important de cette formation de premier semestre, c'est le début d'un travail en projet collectif. Donc, ce projet collectif n'existait pas vraiment en tant que tel. Pour l'instant, dans cette formation, c'était une sorte d'UE libre que l'on mettait en place depuis quelque temps avec les étudiants de Master 2, donc, qui était difficile à mettre en place parce qu'on avait peu de temps devant nous et qui surtout donc nécessitait de la part des étudiants un engagement gratuit.
il n'y avait pas d'heures associées, il n'y avait pas de d'EQ ou d'UE ou de CTS que l'on pouvait obtenir grâce à cela. C'était simplement l'occasion pour les étudiants de travailler sur un projet réel avec un sujet qui était donné donc en début d'année et qu'il fallait réussir à terminer à peu près pour le mois de février et à finaliser pour le mois de juin, mai-juin. Donc c'était compliqué parce qu'il y avait un stage, etc. On a décidé de changer un peu la donne puisqu'il y a une grosse demande autour de ce projet collectif. Je vous en dirai un mot dans 5 secondes. Et on a décidé de changer la donne pour faire en sorte que les étudiants, cette fois-ci, s'engagent véritablement sur un projet long. Le projet collectif, il est évalué semestre après semestre, mais il va s'établir à peu près sur 3 semestres. C'est-à-dire qu'on aura vraiment un projet long et qui sera donc mené comme cela par l'ensemble de la promotion CMAH avec une aide partielle d'autres étudiants. Et puis ensuite, tout cela donnera lieu donc à une véritable exposition, à un vrai catalogue d'exposition, et on va dire de A à Z. Il y aura toute la partie recherche. Qu'est-ce qu'une exposition? Comment on travaille sur un sujet? Comment on développe un sujet? Comment on s'inscrit dans l'actualité de la recherche? Et comment un projet d'exposition participe au progrès de la connaissance en histoire de l'art? Donc ça, c'est tout le travail préalable intellectuel. Deuxième élément, c'est monter le projet d'exposition lui-même, à savoir donc choisir quelles œuvres seront présentées ou étudiées, quel format sera développé pour l'exposition. Est-ce qu'on racontera tout? Est-ce qu'on racontera qu'une partie de la vie d'un artiste ou bien d'un moment d'histoire de l'art? D'autre part, donc, comment se mettront, une fois que ces œuvres ont été choisies, décidées, sélectionnées, comment se mettront en place toutes les questions techniques de l'exposition, depuis les assurances, le transport, les conventions de partenariat, les conventions d'échange, les dynamiques de prêt, etc., pour enfin arriver donc à l'exposition elle-même, montage. L'année dernière, donc, cela a donné lieu à un gros projet scénographique avec un scénographe qui est venu, un architecte scénographe qui est venu dessiner donc l'aménagement, qui s'est occupé aussi donc de toutes les questions d'éclairage, etc. Ça veut dire qu'il faut de l'argent, des partenariats, puis enfin donc l'exposition avec son catalogue scientifique, donc avec tout ce qui représente une exposition, depuis aussi bien donc la présentation des œuvres, donc la scénographie elle-même, donc c'est plus la muséographie, et puis autre part, les questions d'éclairage, les questions de valorisation, les questions de protection, de surveillance, etc. Et puis les convoiements, enfin tout ce qui est nécessaire de connaître. Donc c'est un projet qui est long, qui est ambitieux, mais on va dire que c'est la première fois où vous serez frotté pour de vrai, vous vous frotterez en tout cas pour de vrai à des questions très très difficiles et complexes qui vous montrent ce que c'est qu'une exposition, et notamment donc comment la connaissance des musées n'est pas simplement une connaissance des œuvres, mais avant tout une connaissance d'un fonctionnement qui, dans le cadre d'une exposition, est presque une sorte de formation accélérée, mais qui est important, qui est importante comme formation, parce qu'elle vous amène justement à découvrir la richesse d'un métier, ou tout au moins de différents métiers qui sont ceux des musées. C'est le premier semestre. Si je peux en dire un mot tout de suite, si vous voulez. Alors, dans le cadre des projets qui, pour l'instant, sont retenus pour ces 3 semestres de formation, voire 4 si on prend aussi en compte la période d'installation, on a un projet sur lequel on travaille depuis déjà 1 année et demie avec Fabienne Sartre, qui est un projet sur un sculpteur qui s'appelle Pierre Granier, qui est un sculpteur qui est né dans la région de Montpellier, c'est pour ça qu'il nous intéresse, qui a beaucoup travaillé à Versailles, qui est un des grands sculpteurs versaillais, et à l'époque de Louis XIV, donc, qui a une vie très très longue, avec une reconnaissance très forte. Il était logé au Louvre, il avait des commandes assez prestigieuses, et il travaillait bien évidemment au décor de Versailles, au décor des Invalides, au décor des grands lieux donc, du règne de Louis XIV. Il a lui-même formé toute une série d'artistes. Moi, il est complètement inconnu. Pierre Granier, vous ne le connaissez pas, j'imagine, bien qu'il soit natif de la région de Montpellier. Et donc, c'est une exposition qui sera menée ici, en partenariat avec le musée des châteaux de Versailles et de Trianon, et d'autre part, un musée local, qui est le musée de la Maison des Consuls, donc au Pic Saint-Loup, donc je me souviens plus, Cazevieille, donc à côté du Pic Saint-Loup, parce qu'il est né dans ce petit village, et donc c'est pour cela donc, que l'exposition sera en plusieurs lieux. Puis le dernier partenariat qu'on aura pour cette exposition, c'est le musée Fabre, tout simplement parce que le château de Versailles est prêt à laisser en dépôt, pour toujours, une œuvre très importante de Granier, qui est une immense sculpture qui avait été réalisée pour le jardin de Versailles et qui maintenant est dans les réserves parce qu'elle a été remplacée dans le parc par une copie qui est d'ailleurs beaucoup moins belle. Et donc, comme il y aura cette œuvre qui fait quand même 4 mètres, qui va venir au musée Fabre, ce serait l'occasion de faire autour de cette arrivée, de l'installation d'une nouvelle salle dans le musée Fabre, l'occasion de travailler. Donc ça, c'est un premier thème sur lequel on travaille. On attend de voir où on en est dans nos partenariats, parce qu'il y a quand même un vrai coût là important, même si le musée de Versailles nous aidera.
et on verra. Deuxième sujet possible de travail dans le projet collectif, c'est un travail donc, qui normalement aurait dû se faire cette année. Malheureusement, donc, la pandémie nous a empêchés de mener à bien notre travail, qui est un travail donc, sur la photo engagée dans l'Espagne franquiste. À savoir que donc, on a la chance de disposer de 2 fonds photographiques de photographes français qui ont vécu un petit peu en Espagne, qui sont allés plusieurs fois en Espagne dans les années 50, 50-60, donc à l'époque de Franco, et qui ont pris comme cela toute une série de clichés tout à fait intéressants qui nous montrent quelle était la vérité de l'Espagne franquiste, hein, au niveau de sa pauvreté, la place de l'Église, l'importance de l'armée, la question de la répression, etc. C'est des photos assez belles, hein, engagées, très fortes. On a ces fonds donc à disposition et ce serait l'occasion donc de faire un travail sur la photographie, ce que l'on fait assez peu dans le cadre de notre master, et qui permettrait comme cela, là aussi, de faire tout le travail depuis, et donc le catalogue, la recherche, la redécouverte de l'Espagne, et que ce soit donc l'Espagne du Nord, etc., ou l'Espagne du Sud. On a plein de photographies, on ne connaît même pas le lieu exact où elles ont été prises, hein. Donc ça signifie qu'il y aura un gros travail à mener si on prend ce sujet-là, sachant qu'on a le fond. Et là, donc l'exposition ne se fera pas au musée Fabre, ni à la Maison des Consuls, donc que j'évoquais tout à l'heure, mais se fera donc dans une petite chapelle privée 19e siècle que l'on nous prête, qui n'est pas très loin de l'université, que l'on nous prête, qui est en centre-ville, hein, que l'on nous prête pour faire cette exposition parce qu'on a un accord comme ça avec une convention avec les responsables de ce lieu. Et troisième possibilité, mais il y aura peut-être d'autres parce qu'on en discute avec les collègues, il faut qu'on voit où on arrive. Troisième possibilité qui est arrivée depuis peu de temps, pardon, c'est un projet sur la refonte totale de toute la muséographie et la scénographie du musée du désert à Mialet. Ça vous dit peut-être rien, le musée du désert? Le désert, c'est la période pendant laquelle les protestants ont été donc repoussés de la France, hein, de Louis XIV jusqu'à Louis XVI, dans la mesure où donc, la religion protestante était interdite. Et donc on appelle ça le désert en référence à la parole biblique. Et donc le musée du désert, c'est un petit musée qui se trouve dans les Cévennes, à Mialet, dans la maison de Roland, le pasteur Camisard. Et donc là, le responsable du musée, que je connais bien depuis longtemps d'ailleurs, qui sont bien des protestants bien sûr, c'est un musée protestant, eh bien, un rêve de transformer tout cela depuis l'histoire du désert, les prêches dans les Cévennes, la question de la foi aujourd'hui, enfin beaucoup de choses intéressantes. Les galériens, hein, beaucoup de protestants se sont retrouvés aux galères, vous savez très bien, sous Louis XIV, sous Louis XV. Et donc ce musée, qui est un musée de site, qui est un musée donc un peu d'archéologie aussi sur le 17e, 18e, 19e, même si c'est principalement le 18e qui est mis en valeur, eh bien, doit être refait. Et donc là, on a la possibilité de travailler aussi sur un objet réel avec un programme à monter, puisque dans 1 an et demi, dès que le projet sera lancé, on aura 1 an et demi pour finaliser ce projet, pour mettre en place une nouvelle présentation, travailler avec un scénographe pour changer complètement le lieu, et puis créer le catalogue du musée qui n'existe pas. Et donc, ce serait aussi un boulot lourd, hein, mais c'est des boulots qui sont passionnants. Bref, et c'est pour ça que c'est sur plusieurs semestres, et c'est pour cela aussi que ce projet s'appelle collectif, pas simplement parce que vous travaillez ensemble, il s'appelle collectif parce que ce projet fait intervenir dans toute la période de mise en forme, et puis même de réflexion préalable, fait intervenir les étudiants donc d'un autre master qui est le master recherche, entre guillemets, de notre département, qui s'appelle le master Histoire de l'art moderne et contemporaine, HAMC, donc une vingtaine d'étudiants à peu près de ce master qui interviennent, qui nous suivent, que l'on connaît bien, et que vous connaissez bien aussi, que vous connaissez bien en tout cas, et puis un autre master encore qui va intervenir avec nous, qui est un master qui s'appelle l'ACME. Ils sont très très peu nombreux, c'est un master de lettres modernes, avec une finalité donc vers le monde de la culture. Donc c'est lettres modernes, mais quand même avec présence de beaucoup de latinistes et d'hellénistes. Et donc il y aura comme cela donc la possibilité de travailler pas mal autour d'un projet qui est lourd, mais pour arriver à du résultat. Et donc ce projet, il se suit. C'est pour ça que les promotions ont besoin d'être un petit peu solidaires et d'être liées comme cela sur 2 années. Donc ça c'est la première année, sauf pour le projet collectif qui se continue. Le deuxième semestre de Master 1, je ne vais pas être trop long parce que je ne vais pas vous retenir tout l'après-midi, mais le deuxième semestre de Master 1, comme vous le voyez, a un peu la même perspective. En l'occurrence, il y a effectivement donc toujours un travail sur la recherche, l'actualité de la recherche, etc., y compris sur la rédaction d'ailleurs des documents scientifiques de recherche. Et puis, il y a bien évidemment à produire un mémoire de recherche. Et d'ailleurs, vous voyez qu'en termes d'heures de cours, le second semestre est beaucoup moins lourd que le premier semestre, tout simplement parce qu'on vous laisse du temps aussi pour aller en archive, pour aller en bibliothèque, pour écrire, pour vous familiariser avec ce bonheur de l'écriture. Hein, vous le savez, c'est le mémoire de recherche, c'est la première fois où vous aurez l'occasion de faire un travail
pour vous-même sur un sujet que vous aurez choisi, avec le bonheur de dire ce que vous avez envie de dire. Il faut que ce soit scientifique, bien sûr, mais c'est la première fois de votre vie, et dites-vous bien que ce premier ouvrage que vous réaliserez, eh bien, c'est celui qui contribuera beaucoup à votre avenir professionnel et même à votre inscription dans le monde, parce que c'est celui peut-être qui vous fera connaître, mais en tout cas qui vous permettra eh d'être fier de ce que vous avez réalisé, c'est déjà une bonne chose. Mais en dehors de cette partie, donc sur cet équilibre, cette partie très recherche, il y a toute une partie sur les musées, la muséographie. C'est pour cela, comme vous voyez, qu'il y a notamment ce gros cieux qui s'appelle Approche muséale différenciée, avec musée d'histoire, musée d'archéo, musée sciences techniques, musée d'art ou musée des beaux-arts, comme on disait auparavant, si vous voulez, qui ont l'avantage donc de vous présenter les spécificités propres à chacun de ces types de musées, tout simplement donc parce que on ne gère pas de la même manière. Je vous parlais tout à l'heure d'un étudiant, une étudiante d'ailleurs, qui est partie dans un musée d'histoire militaire. Vous imaginez bien qu'on ne gère pas un musée d'histoire militaire comme on gère un musée d'archéologie, que le matériel n'est pas le même, les sources ne sont pas les mêmes, les présentations ne peuvent surtout pas être les mêmes. Un musée de sciences et techniques, par exemple, aujourd'hui, travaillera beaucoup sur l'obscurité, sur des lumières spécifiques, ce qui n'est pas le cas dans un musée d'art, sauf si dans un musée de beaux-arts, on a besoin de créer un cabinet d'amateurs. Par conséquent, tout ça, c'est des choses qu'il faut apprendre, connaître, voir, et bien évidemment, ce qui est intéressant pour vous, c'est que avec votre jeunesse, vous êtes suffisamment curieux pour passer d'un lieu à l'autre, pour comprendre ce qui est mis en place à droite ou à l'autre, à droite ou à gauche, mais surtout, vous avez cette espèce de vivacité, de souplesse d'esprit qui vous fait toujours interroger le monde que vous découvrez. Et donc ça, c'est un peu ce qu'on essaie de vous présenter à travers cette présentation distincte des musées. Et vous l'avez vu, il y a un autre enseignement qui vient s'ajouter à tout cela. Eh bien, c'est d'une part, enfin un double enseignement, c'est d'une part un travail qu'on a appelé donc analyse des documents et notes de synthèse, qui est un travail très court, très bref, qui cherche à vous familiariser avec la note de synthèse pour deux raisons. Une note de synthèse, c'est être capable de résumer en quelques mots savants beaucoup d'informations. Et c'est important d'avoir cet art de la synthèse, c'est comme cela qu'on apprend à travailler à l'université, vous le savez, on ne vous demande pas de réciter de A à Z un dictionnaire, mais auquel cas, ça serait ridicule, mais on vous demande au contraire d'être capable de réfléchir sur tout ce que vous pouvez trouver dans un dictionnaire, par exemple. Et par ailleurs, cette formation vous aidera aussi pour ceux qui présentent des concours d'attachés de conservation ou de différents niveaux, donc dans des concours de la fonction publique dans le monde des musées, eh bien, ça vous préparera à une épreuve qui est très importante dans le cadre de ce concours. Et puis donc, et vous le voyez, le deuxième élément complémentaire, je vous le disais, c'est donc la pratique d'une langue vivante. Il est marqué anglais pour historien d'art, parce qu'on ne souffre plus de subir constamment donc cet enseignement de langue vivante à l'université qui est fait de manière très générale, dans lequel finalement les étudiants ne s'y retrouvent pas. Et ce qu'on veut absolument, c'est que nos étudiants, dans le cadre de cette formation, aient un anglais adapté au métier pour lequel ils vont travailler. Donc c'est une enseignante qu'on connaît très bien, qui travaille avec nous depuis longtemps. Je pense qu'on la gardera, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Donc qui travaille avec nous sur ce thème, et je pense que c'est important pour vous d'avoir le vocabulaire anglais de votre art, et non pas d'avoir le vocabulaire anglais, je ne sais pas, du transfert de pouvoir de Trump à Biden. Ce n'est pas ce qui vous intéresse, ça vous pouvez lire dans la presse, ce n'est pas ça qui est important. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on essaie de faire en sorte que cette première année soit à la fois très générale et en même temps déjà un vrai approfondissement sur cette dualité spécifique au métier, donc on va dire de la conservation. Et vous l'avez vu, il y a une option possible en latin ou en grec, qui est hors maquette, qui sont des heures que vous pouvez prendre si vous le souhaitez. D'une part, parce que ça peut vous aider pour vos recherches, ça vous permet de compléter ce que vous savez déjà, puisque vous avez peut-être déjà fait du latin au lycée, en collège ou à l'université. Et d'autre part, eh bien, les langues vivantes sont importantes, mais les langues mortes ou les langues anciennes servent aussi énormément pour les concours. Et il suffit de regarder la moyenne obtenue par les étudiants qui passent le concours de conservateur en langue ancienne. On voit que la langue ancienne, c'est un moyen intelligent pour se faire des points, pour avoir des points en plus. Voilà, donc je ne vais pas être trop long. De toute façon, vous poserez des questions après. J'essaie simplement de baliser un peu tout cela pour que vous soyez au clair. Dans la diapo suivante, eh bien, donc, là, M. Marty va reprendre la parole. Mais ce qu'il faut ce sont les conditions d'accès, le calendrier de candidature. Donc, la formation de master collection et musée d'art et d'histoire est ouverte aux étudiants titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle. Donc,
en principe, c'est le diplôme de licence. L'admission en M1 dépend des capacités d'accueil fixées par l'université. Donc, pour ce parcours, la capacité d'accueil a été fixée à 25 étudiants et il y a un examen de dossier uniquement. Il n'y a pas d'entretien, comme vous avez pu l'entendre pour ceux qui étaient présents pour la présentation du master valorisation et élimination des patrimoines. Ici, donc, vous n'avez qu'un seul dossier, dossier que vous retrouverez en téléchargement disponible sur l'application e-candidat à partir du mercredi 21 avril 2021 et avec une fin de disponibilité de dossier au mercredi 19 mai et un téléversement des pièces possible jusqu'au vendredi 21 mai. La publication des résultats interviendra via l'application e-candidat au plus tard le lundi 21 juin 2021. Voilà, donc ces chiffres, ces dates, notez-les bien, mais elles seront sur le site, je pense. Hein. Oui, elles sont sur le site et vous retrouverez également le PowerPoint également sur le site et la vidéo d'ailleurs de la réunion. Voilà. Vous avez le lien vers l'application de candidature. Vous retrouvez aussi sur l'application de candidature ce calendrier. Quelques mots sur le Master 2. Donc, quelques mots sur le Master 2. Je vais être un petit peu plus court, parce que je suis toujours très long, vous n'en voulez pas. Donc, quelques mots très, très simples. Donc, en Master 2, vous l'avez compris, on va davantage pousser la logique donc, muséale. Par conséquent, on estimera que vos connaissances en termes de recherche scientifique et préalable sont suffisantes, pour accéder à ce domaine. Et le Master 2 est divisé en deux grandes parties. Une première partie de formation à l'université, vous le verrez juste après dans la diapo suivante avec un certain nombre de cours, et autre part, un second semestre qui, lui, sera pratiquement entièrement dévolu à votre stage, un stage de 3 mois qui vous permettra donc, dans le meilleur des cas, ce sera un stage long, 3 mois c'est le minimum, ce sera un stage long qui vous permettra donc de choisir un lieu dans lequel vous pourrez continuer à vous former, ou sinon, cela est aussi possible, vous pourrez travailler dans différents espaces muséographiques ou muséologiques, et là aussi, ce sera à voir avec vos responsables pour essayer de trouver un moyen qui serait logique. Des étudiants, par exemple, préfèrent parfois, faire 2 stages distincts parce que ça leur permet de toucher 2 domaines différents, très très différents. On va dire un grand musée type le Louvre, où effectivement, là, vous êtes dans un grand service et vous travaillez sur un sujet très précis, et donc vous acquérez certainement des compétences très importantes dans un domaine très, très spécifique, et puis un stage dans un musée beaucoup plus restreint, plus modeste, où finalement, donc, les tâches sont multiples et les conservateurs sont un petit peu partout à la fois, mais normalement, ça vous permet aussi d'avoir une vision très large de ce qu'est un musée, et donc, dans les 2 cas, on peut estimer que vous apprenez des choses, et par conséquent, 2 stages distincts pendant cette période de stage obligatoire, c'est pas mal. J'ai oublié de vous dire une chose, si vous avez dû remarquer que dans le cadre du Master 1, il n'y a pas de stage obligatoire, tout simplement parce qu'on ne peut pas vous imposer des semaines supplémentaires de cours, et surtout on dépasserait ce que la loi nous permet de dispenser comme heure d'enseignement ou comme semaine d'enseignement. Et bien évidemment, si à la fin du Master 1, vous souhaitez faire pendant l'été un stage entre le Master 1 et le Master 2, rien ne vous y empêche, bien au contraire, on a la possibilité donc, de faire des stages hors cursus, et quoi qu'il en soit, ces stages que vous pourrez faire entre le Master 1 et le Master 2, vous seront non pas crédités, mais vous seront donc seront inscrits dans votre curriculum, dans votre complément au diplôme, que vous recevrez à la fin de vos études. Par conséquent, ce n'est pas du temps perdu, d'autant que pour avoir la possibilité de faire un stage hors cursus, il faut quand même un enseignant référent. Par conséquent, on veille à ce que nos étudiants aillent quand même faire des stages intéressants dans lesquels ils puissent apprendre des choses. Mais bon, je ferme cette parenthèse, c'est entre le M1 et le M2. Donc, premier master, vous l'avez compris, cet équilibre entre deux parties. Et puis, donc, deuxième élément important de cette formation de M2, beaucoup d'intervenants du monde professionnel. On y tient, c'est là-dessus que le métier de conservateur devient pour vous clair, et c'est pour cela, vous le verrez dans l'image suivante, il y a des enseignements qui sont beaucoup plus précis. Enfin, donc, un dernier élément, cette deuxième année, donc, elle s'adresse aussi aux étudiants qui souhaitent poursuivre par leurs études, mais assez peu. Bien évidemment, certains issus des doctorats, on a même des étudiants qui reviennent après faire les doctorats, ils sont déjà dans des musées parce qu'ils souhaitent travailler sur un sujet très spécifique. Vous avez vu par exemple la personne qui a organisé cette année l'exposition RANC. Vous avez peut-être vu, le catalogue est là.
Ranc. Non, il a, pardon, Jean Ranc. Vous avez peut-être vu au musée Fabre, et qui est une exposition réalisée par Stéphane Perrault. Stéphane Perrault, il a déjà suivi ce type de formation, il a tous les titres qui lui conviennent, mais là, donc, il décide de s'engager, alors qu'il a déjà monté de très grandes expositions, hein, il décide de s'engager sur un doctorat. Donc, ça peut être cela aussi, mais il est évident que la destination parfaite, idéale de notre formation, c'est de trouver un travail, puisqu'on forme à un métier. Et le deuxième élément, eh bien, il faut savoir que à la fin de votre formation, vous aurez donc rempli toutes les conditions nécessaires pour obtenir la carte de guide conférencier, qui, vous le savez, est délivrée donc par la préfecture. Et donc, dans la mesure où vous aurez rempli, grâce à tous les cours, c'est pour ça qu'on a des cours, par exemple, sur la transmission orale, etc. Donc, grâce aux cours que vous aurez suivis, vous aurez tous les éléments du référentiel pour avoir la carte de guide conférencier. Et donc, il vous faudra donc aller en préfecture avec votre diplôme, avec le détail du référentiel donc, appliqué, et vous aurez votre carte de guide. C'est un élément qui a été ajouté. Vous ont considéré finalement que dans la mesure où vous serez amené à travailler beaucoup dans le monde des musées, peut-être qu'un temps d'attente pouvait être pour vous de devenir, je ne sais pas, auto-entrepreneur et d'être guide conférencier à votre compte, peut-être de réussir à trouver un emploi comme cela. Aujourd'hui, par exemple, la guide conférencielle qui est officiellement donc en poste à Matignon, là où est le Premier ministre, qui s'appelle donc Sandrine Delahoussière, c'est une personne qui effectivement a commencé comme cela, auto-entrepreneur, finalement elle travaille là, elle propose ce patrimoine et ça l'intéresse, elle n'a pas envie de faire autre chose que de valoriser ce patrimoine, qui est un hôtel particulier absolument merveilleux, dans lequel ont vécu, comme vous le savez, des très grandes personnes, ou des très grandes femmes de l'histoire de France. Voilà. Donc, cette distinction entre Master 1 et Master 2, c'est la principale. Fabrice va vous montrer le programme, qui est l'image suivante. Voilà. Donc, le programme, je ne le développe pas, mais vous remarquez tout de même que cette fois-ci, le Master 2 dans son semestre 3 est assez lourd, 248 heures de cours. D'ailleurs, il faut que vous sachiez que ce Master, puisqu'il a cette double visée, à la fois recherche et professionnelle, est assez lourd en termes d'heures. Il fait à peu près donc, dans les 650-700 heures d'enseignement sur les 2 ans. Un master normal, c'est 550. Donc, ça fait quand même beaucoup plus d'heures. Et donc, 150 à 200, ça dépend ce qu'il faut compter, les heures personnelles, etc. Tout simplement parce que c'est un master qui a cette ambition un petit peu énorme de vous former à un métier. Mais sachez que par rapport à des formations dans les écoles d'ingénieurs, c'est très léger. Mais sincèrement, ça veut dire aussi une chose, ça veut dire que de l'autre côté, vous aurez beaucoup de travail. Vous aurez beaucoup de travail, peut-être parfois les bras vous en tomberont. On va s'arranger entre responsables de formation pour que vous n'ayez pas des milliers de dossiers à faire dans tous les sujets. On va s'arranger pour que les travaux que vous aurez à nous rendre soient des travaux un peu synthétiques sur plusieurs types d'enseignements, parce que ce qui compte, c'est pas que vous sachiez répondre parfaitement à un intitulé de cours, ou que vous sachiez parfaitement ce que représente la presse culturelle ou je ne sais quoi, les réseaux sociaux, mais bien évidemment être capable de synthétiser ce que cela apporte, par exemple, en termes de communication ou en termes de compréhension. Et donc, bien évidemment, on essaiera de faire en sorte que les modalités de contrôle des connaissances soient comme ça suffisamment cohérentes pour vous permettre d'avancer le plus possible dans la connaissance de ces milieux, sachant tout de même que la seconde année est une année donc beaucoup plus professionnelle, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus encadrée par des enseignants professionnels et par conséquent, donc une année de formation pendant laquelle il sera, ou tout au moins un premier semestre, pendant lequel il faudra vraiment que vous soyez très, très vigilant et vigilante à acquérir beaucoup de choses. Il faudra que vous soyez des éponges capables de capter tout cela, sachant que tout ce qui vous sera dit en 20 heures, en 30 heures de cours ou en 40 heures de cours, ce sont des domaines qui sont assez importants, qui par conséquent doivent être nécessairement repris, réviser, retravailler, etc., pour devenir des automatismes. Certains enseignements vous paraîtront peut-être à la limite de ce qui est indispensable, notamment par rapport au tourisme, par exemple, par rapport au patrimoine, mais sachez aussi que cela est important d'une part parce que tous les musées ont aujourd'hui pas simplement une politique patrimoniale, tous les musées ont aussi une politique touristique, ont aussi une politique culturelle qui va au-delà de la simple vie des œuvres d'art et qui permet donc, au lieu d'être un lieu vivant au jour le jour, et par conséquent, tout ça, vous le verrez, si cela vous paraît bizarre dans le cadre d'une présentation simplement de programme, vous sera indispensable. Et d'ailleurs, on en parlera pour ceux qui suivront le projet, mais dans la mesure où le département pour rapporter un projet européen en termes de valorisation du patrimoine,
pour mettre en place une sorte de module de formation à échelle européenne, eh bien, on en reparlera là aussi pour ceux qui veulent aussi peut-être partir à l'étranger dans le cadre de leur stage. Mais tout ça, il faudra en discuter avec les enseignants et aussi avec M. Marty, qui sera plus à même que moi pour vous répondre sur toutes ces questions. Et enfin, donc, un dernier point, donc, vous le voyez, donc on a mis à nouveau des enseignements qui sont liés un peu à la préparation du concours. Notamment, il y a une UE qui s'appelle Analyse, documents et notes de synthèse. Ce n'est pas nous qui l'avons en charge, c'est une collègue enseignante du département du FR1, donc en lettres, qui est vraiment une vraie spécialiste de cette question. Et je pense qu'elle vous apportera beaucoup, justement, dans le cadre de la préparation de ces concours. On peut dire que cette formation a aussi pour mission de vous aider à préparer les concours. On sait que les concours de l'INP sont très difficiles. On sait que les concours d'attachés, d'adjoints, etc., même de techniciens, sont très compliqués, qu'il y a peu de postes, un nombre de candidats pas énorme, mais peu de postes, et par conséquent, ce sont des concours qui restent difficiles, et on considère finalement que ce que vous aurez pu acquérir pendant ces 2 années de formation vous permettra d'être peut-être plus à l'aise dans le projet général, qui est celui d'avoir un métier dans le monde de la culture, et plus précisément dans le monde des musées. Et enfin, vous le voyez, donc, on a une soutenance qui est prévue donc, en fin d'année, en septembre, une soutenance sur le mémoire que vous aurez rédigé. Autant le mémoire de première année est un vrai mémoire recherche, avec tout ce que cela concerne en termes de méthodologie scientifique. Autant le deuxième mémoire, celui qui sera un peu plus gros, celui que vous ferez à la fin de votre stage, que vous soumettrez donc au jury au mois de septembre, sera lui aussi important, mais aura une perspective distincte. Il faudra, à la suite de votre stage, que vous soyez capable de problématiser, dans le cadre d'un mémoire, votre stage, c'est-à-dire à la fois donc, prendre de la distance par rapport à ce que vous aurez fait sur un sujet, un élément, on en discutera, hein, un élément de votre travail, et autre part, montrer comment le stage, c'est une expérience dans tous les sens du terme. C'est-à-dire c'est l'occasion pour vous à la fois donc de comprendre de l'intérieur un milieu et d'avoir comme ça de nouvelles connaissances, mais c'est aussi un moyen pour vous de rester toujours vigilant face à ce que vous pouvez acquérir, puisque l'université a cette formation, cette force tout de même, eh bien, de former l'esprit critique et d'amener justement par l'esprit critique à être suffisamment souple dans la découverte d'un milieu ou dans la découverte d'une connaissance nouvelle, une compétence nouvelle. Donc ça, on en reparlera, mais on considère là aussi que c'est un élément majeur. Et donc, vous voyez, beaucoup d'informations premier semestre, ensuite vous êtes libre. Des stages, il faut en faire des très beaux. On a bien évidemment beaucoup d'étudiants qui ont déjà fait des stages dans des très beaux lieux. Ne restez pas sur Montpellier, enfin vous pouvez rester sur Montpellier si c'est absolument votre ambition, mais essayez de bouger. On a quand même des propositions de stages un petit peu partout. Les stages longs peuvent être rémunérés quand ils font plus de 2 mois. Donc tout ça, il faut regarder ça en détail. Cette année, c'est une année un peu catastrophique avec la pandémie, mais en général, on avait des étudiants qui trouvaient des très beaux stages, et bien évidemment, souvent les stages sont le tremplin vers un emploi. Et vous le savez, ce master a quand même des débouchés très bons, puisque beaucoup d'étudiants qui viennent de chez nous ont trouvé des emplois qui sont assez merveilleux, hein, donc, dont on rêve encore même aujourd'hui pour eux. Voilà, donc je repasse la parole à M. Marty, qui va vous donner les différentes informations. Oui, les conditions d'accès pour le Master 2, donc pour l'instant, il n'y a pas de titulaire du Master 1, Oui. donc sont admis à faire acte de candidature en Master 2 tous les étudiants titulaires d'un Master 1 ou d'un Bac+4 de la discipline concernée. Donc les disciplines concernées, M. Verdier vous l'a dit, l'histoire de l'art, l'archéologie, et l'histoire et les sciences humaines en général. La campagne ouvrira le 12 mai sur l'application e-candidat. La fin des candidatures est prévue le jeudi 10 juin, avec un téléversement des pièces possible jusqu'au lendemain, vendredi 11 juin 2021. La publication des résultats est prévue au plus tard le jeudi 1er juillet 2021. Voilà, et on est sur une capacité d'accueil pour la formation de Master 2 qui sera fluctuante entre 20 et 25 étudiants. C'est vrai que dans le cadre du programme qu'on a mis en place, on a tenu quand même un équilibre de manière à ce que les étudiants qui pourront faire 2 années de formation puissent effectivement avoir un enseignement progressif, mais ceux qui n'interviendront et qui n'entreront dans notre formation qu'en Master 2 aient aussi un enseignement très solide. Donc ce sera moins progressif, ce sera plus brutal, mais d'un autre côté, ils ne partiront pas les mains vides et à la limite, ils pourront toujours, s'ils le souhaitent, récupérer des savoirs auprès d'étudiants ou d'enseignants. Hein. Mais effectivement, les 2 années sont 2 années suivies, mais elles peuvent être dissociées.
Et 20-25 étudiants, c'est ce que l'on annonce. On n'a pas toujours cette capacité d'accueil aussi importante, tout simplement parce que les dossiers que l'on reçoit, on considère qu'ils ne sont peut-être pas tout à fait au niveau de ce qu'on attend. Et par conséquent, donc, cette année, je crois qu'on n'est pas à 20 étudiants, hein, on est en dessous, tout simplement parce qu'on est peut-être trop sélectif, mais on estime qu'on ne peut pas se permettre d'ouvrir tous azimuts une formation, sachant que l'ambition, c'est de former un métier. L'université ne forme pas au métier, vous le savez, donc de former un métier, et là, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas se permettre d'avoir des étudiants qui seront effectivement très savants, peut-être, mais chômeurs. Donc, on a la volonté d'être comme cela, et c'est vrai que par rapport au nombre de dossiers reçus, on est peut-être un petit peu sélectif, mais je crois que c'est le cas de tous les masters. Voilà. Donc là, vous avez le rappel donc, pour le lien vers l'application e-candidat Montpellier 3 pour candidater et les compétences visées. Peut-être inviter Madame Bezelet à prendre la parole sur Oui, se présenter aux étudiants et expliquer son enseignement. Oui, bonjour à tous. Bonjour Cécile. Bonjour Thierry, bonjour Fabrice. Bien, écoutez, moi je suis en charge donc, du cours de muséologie, muséographie. Donc c'est un cours plutôt théorique qui est relatif à la science des musées et qui est rattaché, que j'essaye de rattacher le plus possible évidemment aux questions d'actualité des musées. Donc c'est un cours qui s'intéresse aux différents types de musées, à leurs fonctions. Vous savez que les musées ont plusieurs fonctions, une fonction de conservation, une fonction d'exposition, la fonction scientifique dont a parlé Monsieur Verdier à l'instant. Effectivement, hein, la recherche scientifique est très importante au sein des musées, notamment pour tout ce qui est préparation d'exposition, de colloques, et puis pour les questions évidemment de conservation tout bêtement, et aussi de restauration des œuvres. Et puis la dernière fonction des musées qui nous intéresse dans ce cours de muséologie, muséographie, c'est la fonction d'animation. Voilà. Et puis ce cours aussi s'intéresse aux différents types de muséographie qui sont pratiqués aujourd'hui. Comme l'a dit M. Verdier, eh bien, il y a différents types de musées et donc différentes façons de présenter des œuvres et des objets historiques. Voilà un petit peu pour ce cours. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition, comme le reste de l'équipe, je pense, pédagogique. Voilà. Sur l'exposition, sur la fonction scientifique, si vous le souhaitez, au sein des musées. Voilà, peut-être vous êtes un petit peu timide encore. Sachez que Cécile a participé à de très, très, très belles expositions sur Vinci, sur Raphaël, des choses absolument merveilleuses, et qu'elle a vraiment une expertise dans ces domaines, et c'est merveilleux qu'on l'ait comme collègue. Ben, je vous remercie. Vous voyez comme enseignante bientôt. Oui. Cette formation. Et ben justement, moi, mon parcours a été celui-là, hein, c'est-à-dire c'est au cours d'un stage au Louvre que j'ai pu rencontrer des conservateurs et dans ma spécialité de recherche, donc, et pu travailler sur ces deux grandes expositions, sur la Sainte-Anne de Léonard de Vinci, donc, qui a été restaurée à cette occasion, puis ensuite sur l'exposition Raphaël les dernières années. Voilà, où j'ai participé à l'élaboration de tout le parcours de l'exposition, tout le parcours muséographique, etc., de A jusqu'à Z. Voilà, donc c'était comme quoi, vous voyez, la recherche peut aussi amener, à partir d'un stage dans un musée, eh bien, à travailler de façon très concrète au sein d'un musée. Voilà. Donc je ne développe pas les compétences à viser, hein, vous les lirez sur le document, mais de toute façon, elles sont assez évidentes après tout ce qui a été dit. Et voilà, donc la poursuite d'études, voilà, donc la vie active, le doctorat, les débouchés, donc les concours de la fonction publique, nationale ou territoriale, les métiers de la culture. Donc, il n'a pas indiqué ici que vous aurez, si vous le souhaitez, la carte de guide conférencier, mais ça fait partie aussi du package de la formation. Et puis sinon, donc parmi les... Oui, on a marqué pas uniquement les musées, vous avez marqué galerie d'art, commerce de l'art. Oui, commerce de l'art, par exemple, je regardais tout à l'heure, eh bien, on a chez au Sénat, Perrine Guédron, qui est un ancien étudiant de chez nous, qui est maintenant responsable des ventes. On a Marion Turpin, qui est aussi clerc commissaire-priseur. Donc, vous voyez, dans le monde du commerce de l'art,
dans les salles des ventes, bon, un petit peu partout. Je ne vais pas vous donner le nom de toutes les personnes qui travaillent et qui ont passé cette formation, qui suivent cette formation, mais il y en a quand même beaucoup, par conséquent, donc vous avez effectivement. Et donc, peut-être je rends la parole à monsieur. Oui, donc, pour les renseignements, donc vous avez ici à l'écran donc les contacts, le responsable de la formation, Monsieur Verdier, et moi-même gestionnaire, et j'ai ajouté également donc les liens vers les différents sites, le site internet de l'université, le site internet de l'UFR3, donc la faculté des sciences humaines et des sciences de l'environnement à laquelle est raccrochée cette formation, le site internet des formations de l'UFR3, et aussi très intéressant, vous pouvez découvrir sur le site internet de l'université le DICO-Pro, donc c'est les diplômes par secteur d'activité. Vous avez un DICO-Pro culture, arts et médias, et vous retrouverez dans ce petit fascicule justement le parcours d'anciens étudiants sur le site. Donc je vous ai mis le lien, vous l'aurez bien évidemment, vous pourrez voir donc le parcours d'anciens étudiants du master. Alors, est-ce qu'on va ouvrir la foire aux questions, les questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. On va y répondre sans problème. Vous pouvez aussi allumer votre caméra et poser votre question en direct ou uniquement votre son pour poser vos questions. Alors, on a une question d'Ophélie Perrard qui demande si le master est accessible aux étudiants d'histoire. Oui, bien évidemment. Bien évidemment, il faut avoir un intérêt pour le monde de l'art, les œuvres d'art, etc. Mais moi aussi, vous savez, je suis comme vous, moi j'ai fait histoire hein, comme formation. Donc, on peut y arriver. Hein, quand même. Non, bien évidemment, c'est ouvert aux étudiants d'histoire, sachant que l'histoire, c'est une belle ouverture. Mais il faut s'intéresser aux objets, il faut s'intéresser à la peinture, il faut s'intéresser eh bien, même au musée d'histoire en général. Voilà, donc pas de problème. Simplement, ce qu'il faut, c'est faire un bon dossier et dans votre dossier, mettre ce que vous avez suivi comme enseignement, vos expériences personnelles, les découvertes qui vous ont marqué. Il ne faut pas hésiter parfois à être un peu personnel. On ne vous demande pas de raconter intimement toute votre vie hein, depuis l'enfance. Mais en tout cas, eh bien, d'être capable de montrer une passion, c'est intéressant parce que des lettres toutes faites qui concernent depuis tout petit, je veux être conservateur parce que ma maman, elle a une photographie des peintres impressionnistes dans sa salle à manger, ce n'est pas suffisant. Hein. Il faut aller un peu plus loin et montrer que votre passion, elle s'est développée parce que vous faisiez une collection de timbres et que ça n'existait pas, vous savez même pas ce que c'est qu'un timbre. À mon époque, quand j'étais enfant, tout le monde faisait des collections de timbres et on apprenait la peinture sur les timbres postes. Oui, donc, c'est pas ça. En tout cas, sachez qu'il faut être un petit peu perso, un petit peu oui, sentimental, si on le veut, si on le souhaite. Mais en tout cas, raconter le pourquoi d'une formation. Non pas dire que l'on a déjà l'ambition d'être conservateur au Louvre ou de directeur du Louvre. Non, peut-être pas cela. Mais en tout cas, se donner comme horizon eh bien, un musée, et en disant pourquoi cet horizon vous intéresse, ça peut m'intéresser. Ça peut nous intéresser. Je ne suis pas le seul à lire les dossiers. Hein. Tout le monde lit des dossiers dans le cadre de la commission. Cette lettre est importante parce que vous arriverez pratiquement à diplôme égal. Ce qui fera la différence, ce sont vos expériences, votre intérêt, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aussi bien surveiller une exposition que avoir fait une visite, avoir participé à un voyage d'études, etc. Ça peut être des toutes petites choses a priori, mais qui témoignent finalement d'un goût qui de toute façon ne demande qu'à se développer. Ça peut être un dossier réalisé dans le cadre d'une formation de licence ou de licence 3. Ça peut être tout cela qui est important. J'avais amené des documents qu'ont fait les étudiants, mais je ne vais pas les présenter parce que sur un tout petit écran, on ne verra rien. Mais sachez que les étudiants eux-mêmes, eh bien, de par leurs intérêts, qui sont très très différents des miens, ça fait par rapport à mon âge, hein, donc on n'a plus les mêmes intérêts, ce qui est normal, c'est très bien. Et moi, j'apprends toujours au contact d'étudiants et c'est ça qui est formidable. Eh bien, donc, de par leurs intérêts multiples et très différents des miens, je vois bien s'ouvrir des nouveaux champs de connaissances, des nouveaux champs de référence pratiques, plastiques, intellectuels. Et c'est ça qu'il faut mettre en valeur aussi. Je pense que quelqu'un comme Cécile, qui a la moitié de mon âge, sera peut-être plus à l'aise pour comprendre tout cela. Donc, Ophélie, ne vous inquiétez pas, votre dossier sera lu comme les autres, et ça s'adresse bien donc aux étudiants d'histoire aussi. Alors, peut-être une autre question. Mais notez bien que ces métiers d'art, d'archéologie, d'histoire et de sciences et techniques. Par conséquent, donc, vous n'aurez pas une formation approfondie dans tous ces domaines, mais en tout cas, il sera nécessaire pour vous d'avoir
eh bien, peut-être des intérêts un tout petit peu ouverts à cela. Cette année, on a une jeune fille qui se spécialise un petit peu dans le monde, enfin, faire des concours maintenant, dans le monde plutôt des musées de sciences et techniques. Ce sont des musées qui sont très beaux. La restauration de ces musées est assez fabuleuse. Peut-être vous avez vu tous ces musées, les musées de sciences naturelles, les muséums, etc. C'est des musées qui ont fait une sorte de mutation formidable depuis une dizaine d'années, et ce sont des musées qui ont eu besoin de beaucoup de conservateurs, et pas nécessairement des biologistes ou des naturalistes, mais véritablement des vrais historiens d'art. Et c'est pareil dans le monde des musées d'histoire militaire, où pour l'instant on avait simplement des conservateurs qui étaient des militaires, il fallait être capitaine, avoir fait Saint-Cyr et ensuite aller suivre une formation spécifique à l'INP d'une année qui était payée par l'armée pour devenir conservateur. Et aujourd'hui, la conservatrice en chef des musées de l'armée, c'est une femme qui a fait l'INP, etc., qui n'a plus rien à voir avec le monde de l'armée, elle n'a même pas d'uniforme, pas de grade, rien. C'est une conservatrice et elle gère l'ensemble des musées, c'est colossal, hein, du musée de l'armée jusqu'au musée de Draguignan, en passant par Fréjus, enfin c'est des choses assez, avec des fonds incroyables. Donc, et ça, ce sont des domaines auxquels il faut penser, que vous découvrirez peut-être, et qu'on essaiera de vous faire découvrir en tout cas. Alors, Maëva vous posez la question de savoir où on peut retrouver les enregistrements de ces réunions. Les enregistrements seront disponibles sur le site internet de l'UFR3. Vous avez le lien qui s'affiche à l'écran, donc ufr3.www.unif-m-tp3.fr, et vous aurez les enregistrements et les PowerPoint en page d'accueil sur l'actualité réunion de master UFR3. Merci Fabrice. Bon. Il n'y a vraisemblablement plus de questions. Pas de questions d'ailleurs, il n'y en a eu que 2. Ne soyez pas timide, vous pouvez en profiter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour poser vos questions. Non, parce que les enregistrements, on ne peut pas poser de questions aux enregistrements. Hein. Il faut être clair. Non. Pas de questions, donc on va clore cette réunion de présentation. Si, une question. Une question. Est-il possible, avec ce master, de travailler dans un musée d'égyptologie? Alors moi, je n'ai pas d'expérience d'étudiant qui soit rentré dans un musée d'égyptologie, mais je sais qu'il y a quelques années, un de nos étudiants avait fait un stage long à Rome avec Nazelrat au musée d'égyptologie du Vatican. Mais Nazelrat, vous connaissez sûrement si vous êtes égyptologue. Et donc, je ne sais pas. Mais sinon, bien sûr qu'on peut travailler dans un musée d'égyptologie. À partir du moment où vous avez une spécialité, donc il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, peut-être ce sera différent maintenant, mais auparavant, comme nos étudiants arrivaient uniquement en Master 2, on avait un éventail de profils très vaste. Cette année, ce sera peut-être moins le cas. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer. Et donc, on a même une jeune fille qui est docteur en égyptologie, qui a fait cette formation en M2, je ne sais pas si vous en souvenez, qui travaille d'ailleurs dans le monde égyptologique. Je ne sais pas si dans un musée, je sais qu'il a fait un stage long dans un musée après, mais je ne sais pas ce qu'elle était allée en Allemagne, mais je ne sais pas ce qu'elle a fait après. C'était l'année dernière, donc c'était l'année d'avant, il y a 2 ans. Et depuis, je sais qu'elle travaille, mais je n'ai pas le détail. Il faut que je me renseigne. Mais égyptologie, bien sûr. Bien sûr. Monsieur Verdet, je vous propose de conclure. Très bien, bah écoutez, merci Fabrice, merci Cécile, merci à tous les étudiants d'avoir écouté cette présentation. Ah, il y a une question qui est apparue, non? Oui. Alors, j'ai peut-être loupé l'info durant la réunion, mais peut-on espérer entrer en M2 après avoir fait un M1 recherche malgré l'extension? Bien sûr, cette année, vous aurez la possibilité, si vous avez déjà fait un M1, de postuler pour le M2, mais même dans les années à venir, vous aurez toujours la possibilité d'entrer directement en M2. C'est pour cela qu'on se laisse une petite marge de manœuvre en disant 20 à 25 étudiants, même si on n'en a jamais 20 ou 25 ou jamais 25, eh bien, ça nous permet d'être dans les clous et de ne pas avoir des candidatures comme ça qui seraient éjectées pour des pures réglementations administratives. Et c'est pareil pour la première année, où on a une marge de réception d'étudiants plus grande que ce que l'on accepte finalement. Donc, il n'y a pas de problème quand vous voulez. Si vous faites une recherche, par exemple, si Roxane, qui est intéressée par l'égyptologie, veut faire un M1 égyptologie et ensuite tenter un M2 chez nous, il n'y a pas de problème. Ou même faire tout un M1 et M2 en égyptologie et venir ensuite en M2 chez nous, le dossier sera bien évidemment examiné. Et si elle veut rentrer en M2, en collection et musée, c'est faisable, totalement faisable.
Et Monsieur Marty veille à ce que ce soit faisable, parce que c'est votre plus grand défenseur, vous ne le savez certainement pas, mais c'est grâce à lui que tous les dossiers étudiants qui partent à droite et à gauche, eh bien, sont récupérés, sauvés, présentés dans des conditions parfois terribles. Et donc, heureusement que l'info est bien entre ses mains. Voilà, donc, alors, faut que je lise la suite. Alors, après un M de recherche, on a des chances d'être... Bien sûr, pour l'instant, on a énormément d'M de recherche, on a même la majorité. On peut dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas, 7 étudiants sur 10 ont déjà fait un M de recherche à peu près. Je pourrais demander à M. Marty, mais en général, les étudiants, ils se réorientent après coup. Peut-être 7 ou même 8 sur 10. Enfin, oui, le M2 collection et musée d'art et d'histoire va toujours garder sa spécificité d'accueillir des étudiants venant d'un master de recherche. C'est une formation qui peut être vue comme une formation complémentaire à un M2 recherche. Donc oui, ça sera toujours ouvert à cette typologie d'étudiants. Voilà, soit M1, soit M2 recherche. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a bien dissocié les cours de première année et de deuxième année, de manière à faire en sorte que l'étudiant qui arrive en deuxième année, donc en M2, eh bien, ne perde pas trop d'informations, puisque la première année elle sera bien évidemment un peu pré-pro, mais elle ne sera pas aussi engagée dans le monde professionnel que le M2. On a veillé à cet équilibre. Important. Voilà, donc je vais donc vous remercier les uns les autres. Encore une nouvelle fois, je reprends vos propos. N'hésitez pas à nous contacter si vous en avez besoin. Sachez que nous, on peut répondre à vos mails, bien évidemment. Vous les connaissez, vous les aurez par l'intermédiaire de l'université. Mais sachez, vous les avez eu auparavant. Mais sachez surtout que Monsieur Marty, qui est écrasé de boulot, j'en ai conscience, mais qui a une maîtrise des formations que personne n'aura à part lui dans l'université, eh bien, sera toujours à même de vous répondre. Donc, je ne vous demande pas d'écraser ou de l'assaillir avec des milliers de mails, mais sachez que les questions pratiques, il pourra y répondre, les questions scientifiques, il pourra aussi vous répondre, et les questions d'organisation de la tenue donc, des épreuves de sélection, il pourra aussi vous renseigner. Et tout le reste, bien évidemment, c'est à vous d'aller aussi sur Internet, de voir les profils d'anciens étudiants, de vous renseigner. Je sais qu'il y a des sites étudiants où des anciens étudiants se présentent, j'en ai vu quelques-uns, hein, que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs. Par conséquent, il y a toujours pour vous la possibilité par une recherche experte sur Internet de trouver des informations. Donc, n'hésitez pas. Sachez bien évidemment que ces formations, elles sont sélectives, parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre trop d'étudiants, tout simplement parce que ce ne serait pas correct vis-à-vis de ce qu'on doit vous donner comme enseignement, et surtout, ça laisserait espérer aux étudiants bien, un avenir radieux à des générations de centaines d'étudiants, et ce n'est pas possible. Donc, on est suffisamment honnête pour, lorsque l'on prend un étudiant en formation, l'amener le plus loin possible. Donc, effectivement, on sera sélectif, on le sera toujours, même si c'est un mot qu'il faut bannir de vocabulaire moderne, mais aussi c'est le seul moyen pour nous de vous garantir quelque chose d'intéressant dans le futur. On sait très bien que c'est difficile, par conséquent, on ne veut pas non plus être des démagogues. Voilà, sur ce, donc c'est une parole optimiste malgré tout. Hein. Donc c'est difficile, mais quand vous y arrivez, c'est parfait. De toute façon, vous le verrez vous-même, quand vous passerez des concours, eh bien, vous vous rendrez compte que les concours, c'est une porte étroite. Mais d'un autre côté, le concours, c'est l'assurance, c'est propre à la France, hein, sachez-le. C'est l'assurance d'une carrière, etc. Il y a beaucoup de pays où ça n'existe pas. Malheureusement, on sait très bien que la France s'oriente dans une direction qui est peu à peu donc la limitation du nombre de places au concours pour permettre le recrutement de contractuels. Mais là aussi, donc, il faudra être un peu souple et se dire que certainement, on arrivera à avoir des contractuels qui seront des contractuels à vie, qui n'auront plus peut-être le même statut. Mais enfin bon, d'abord les syndicats veillent, je crois, je ne m'en occupe pas beaucoup. D'autre part, donc, il y aura toujours la nécessité d'avoir des gens fixes dans ces grandes institutions, parce que vous savez certainement que tout ce qui concerne le patrimoine et les musées, etc., en France, eh bien, ça rapporte 7 fois plus que l'industrie automobile, par exemple, à l'État. Donc, bien évidemment, ce n'est pas des domaines qui vont tomber. Et d'ailleurs, l'exception culturelle française fait qu'il faudra toujours protéger ces domaines. Ben, j'espère. Je ne serai plus là dans 50 ans, mais bon, vous serez là. Vous porterez notre avenir. Voilà. Bon, Monsieur Marty, c'est tout ce que j'avais à dire. Cécile, un petit mot peut-être pour conclure? Parce que Cécile sera beaucoup plus présente dans la formation que moi. Moi, j'interviens surtout sur le projet collectif et puis un petit peu sur un enseignement, vous le verrez. Mais Cécile, elle sera très, très présente parce qu'elle a, je vous le dis, une vraie expérience de ce domaine. Et donc, c'est bien que vous soyez souvent en contact avec elle. Très bien. Non, rien à ajouter. Je vous dis, inscrivez-vous, voilà, envoyez vos dossiers, on vous attend.
Et puis, j'espère vous voir l'année prochaine, voilà, en Master 1. Voilà, bon après-midi à tous. Bon après-midi. Merci à très encore. bientôt. Au revoir, au revoir. Merci à tous. Merci Fabrice, merci Cécile. Fabrice, c'est vous.